Voyons maintenant les principes proprement dits de la fiscalité des revenus des sociétés. Alors, comme d'habitude, une petite introduction rapide à cette section sur la fiscalité des revenus des sociétés, pour dire que c'est un domaine un peu compliqué et qui montre comment dire, quelques éléments originaux par rapport à ce qu'on a déjà vu en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, concernant dans la catégorie plutôt des entreprises, à savoir les BIC, les bénéfices non commerciaux. On va centrer ces éléments d'introduction, cette présentation des principes, sur les champs d'application de l'impôt sur les sociétés. Alors de ce point de vue, il faut croiser deux types de champs d'application. Alors, ce que j'appelle champ d'application, c'est champ d'application personnel. C'est le premier champ d'application. C'est tout simplement de se poser la question quelles catégories de personnes morales sont concernées par l'impôt sur les sociétés. À quelle catégorie de personnes morales l'impôt sur les sociétés s'applique-t-il? Ça, c'est le premier champ d'application. Et puis, il y a un deuxième champ d'application qu'il faut croiser avec le premier. C'est un champ d'application territorial. Autrement dit, en fonction de quels critères géographiques les sociétés sont-elles imposées. On a vu que pour les personnes physiques, les choses étaient relativement simples. On a un critère géographique qui est celui du rattachement du contribuable à un territoire donné. Alors on a soit ce territoire est vous vous souvenez, dans la France fiscale, et dans ce cas-là, on peut appliquer aux contribuables qui résident sur ce territoire les règles de la fiscalité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris en matière d'entreprise. Soit la personne n'est pas sur ce territoire, et à ce moment-là, on ne peut pas lui appliquer ces règles. Donc c'est cette question un peu du rattachement territorial, de quel territoire on parle et quel est le mode de rattachement de la personne au territoire. Il y a deux questions dans ce champ d'application territoriale. Je simplifie un tout petit peu en disant en fonction de quels critères géographiques les sociétés sont-elles imposées, mais en fait il y a deux aspects. C'est de quel territoire on parle. Ça, on a déjà évoqué ça précédemment, à la fin de la première partie. Enfin du PowerPoint numéro 1. Et deuxième question, comment on rattache la personne au territoire? Comment on rattache le contribuable au territoire? Donc on va voir ça. Alors voyons d'abord le champ d'application personnel, c'est-à-dire en termes non techniques, les personnes morales qui sont visées par l'impôt sur les sociétés. Alors dans ce domaine-là, le principe est simple, ou les principes sont simples, ils sont fixés par le Code général des impôts. Alors par parenthèse, je crois qu'on a déjà évoqué ce point de technique juridique dans ce cours ou dans un autre peut-être, en droit social peut-être l'an dernier. Quand on dit principe en droit général, en droit de base, il faut généralement s'attendre à ce qu'il existe en complément des principes des exceptions ou des dérogations. En d'autres termes, les principes ne couvrent, entre guillemets, généralement pas la totalité d'une matière, mais doivent le plus souvent être complétés par l'étude des exceptions et des dérogations. Voilà, je ferme la parenthèse. Souvent, je pratique comme ça, mais c'est une habitude que beaucoup de juristes ont. On fixe le principe et on examine les exceptions, on examine les dérogations, on examine les modalités d'application qui contiennent souvent des particularités, des exceptions et des dérogations. On s'en sert également souvent en matière d'exposé, que ce soit écrit ou oral, pour bien cadrer les idées. Ça permet de mieux retenir les choses pour la personne qui expose ou qui écrit, et puis la personne qui lit ou qui écoute. Donc le principe est fixé par le Code général des impôts, ou les principes. Ce principe qui définit le champ d'application personnelle de l'impôt sur les sociétés est le suivant. Je vous lis en fait un extrait du Code général des impôts. Le Code général des impôts nous dit « sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés à responsabilité limitée, n'ayant pas opté pour le régime de société de personnes, et toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. » Donc sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, cet aspect est important, on va le retrouver. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action,
les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime de société de personnes, et d'une manière générale, toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Alors passons en revue rapidement ce champ d'application personnelle en examinant successivement les principes, à savoir l'application de l'IS aux sociétés de capitaux et les dérogations, à savoir l'inapplication de l'impôt sur les sociétés à certains types de sociétés qu'on appelle les sociétés de personnes. On va laisser de côté le cas particulier des groupes intégrés, en fait, je dirais pour faire simple, à très grands traits, des sociétés à caractère multinational, qui peuvent être des très grosses sociétés ou des sociétés plus modestes, mais qui sont implantées sur plusieurs territoires ou sur plusieurs États. Alors, ces principes, autrement dit, quelles catégories de personnes morales sont concernées par l'impôt sur les sociétés? L'impôt sur les sociétés s'applique essentiellement aux sociétés dites de capitaux. Alors pour ceux dont les connaissances de droit de l'entreprise sont peut-être un peu rouillées, je rappelle donc que les sociétés de capitaux se caractérisent généralement par 4 aspects. Leur capital est en principe représenté par des titres librement négociables. Dans certains cas, notamment pour les sociétés à responsabilité limitée, cette négociabilité peut être restreinte. Mais le principe, c'est que les titres sont librement négociables. L'exemple ou l'illustration la plus parfaite de ce genre de société, c'est la société anonyme. On la qualifie, comme je l'ai indiqué précédemment, d'anonyme, non pas parce que les gens sont cachés sous des pseudonymes, mais tout simplement parce que ils peuvent vendre et acheter sur le marché en bourse les actions concernant telle ou telle société. Donc les titres de propriété, si vous voulez, des sociétés sont librement négociables. Autre aspect qui caractérise les sociétés de capitaux, le capital social dans une société de capitaux est un premier niveau de garantie des dettes créées par l'activité de la société. Autrement dit, ça introduit en quelque sorte un troisième aspect, c'est que la responsabilité des détenteurs du capital par rapport aux dettes créées par la société va être limitée au montant de leurs apports au capital. Ça, c'est un point important. Plus le capital va être important, plus la société pourra travailler, emprunter, agir, je dirais, dans son environnement, sachant que les détenteurs du capital, donc les actionnaires, les détenteurs de parts, les associés, de quelque manière qu'on les appelle, verront leur responsabilité financière limitée au montant de leurs apports au capital. Alors ça, c'est un point très très important. Dernier aspect, 4 aspects donc, qui caractérisent les sociétés de capitaux. Dernier aspect, les bénéfices de ces sociétés de capitaux sont directement imposés au titre de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés a été créé d'abord pour les sociétés de capitaux. En partant de ces caractères, les catégories de sociétés sont les suivantes. Celles qui sont donc assujetties, comme on dit, soumises donc à l'impôt sur les sociétés sont les suivantes. Alors c'est une liste qui nous vient, je vous le donne pour mémoire, mais n'apprenez pas les numéros d'articles, mais c'est l'article 206.1 du Code général des impôts qui nous donne ces catégories de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. On a d'abord les sociétés anonymes, qui sont un peu emblématiques des sociétés de capitaux, les sociétés par action simplifiées aussi, les sociétés en commandite par action, donc c'est un modèle ancien de société qu'on retrouve assez peu à l'heure actuelle. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une dizaine de milliers en France ou d'une vingtaine de milliers en France. Les sociétés de commandite par action, c'est un peu un système qui existait au XIXe siècle, avant la création du régime actuel en 1867 des sociétés par action, des sociétés anonymes. Donc on avait des sociétés en commandite par action. C'est un régime un peu ancien.
Les sociétés à responsabilité limitée, là, on a pas mal de sociétés à responsabilité limitée. Hein, c'est un régime qui a été créé en 1925 en copiant le droit allemand. Donc les sociétés à responsabilité limitée, les SARL, sont soumises en principe à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL, si ces EURL sont détenues par une personne morale uniquement. Enfin, lorsqu'elles sont imposables, ce n'est pas toujours le cas, les sociétés coopératives sont soumises aussi à l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc retenez essentiellement les sociétés anonymes, hein, et puis d'autres sociétés qu'on range dans la grande catégorie des sociétés de capitaux, mais qui ne sont pas des sociétés anonymes, mais qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En particulier, retenez la société à responsabilité limitée, la SARL. Alors, dans quelques mots sur les caractères économiques, là, on a vu, je dirais, la présentation des caractères principaux, hein, des sociétés de capitaux et la liste, en quelque sorte, des sociétés qui sont assujetties, donc soumises à l'impôt sur les sociétés. Quelques mots sur les caractères économiques, mais en 10 secondes, 20 secondes. Les sociétés de capitaux sont, en général, les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, d'emploi et de bénéfices imposables. C'est déjà, je dirais, un niveau juridique d'élaboration assez fort, avec une sorte d'exécutif, un gouvernement qu'on appelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance, un exécutif qu'on va appeler le président directeur général ou le président de la société. Quelquefois donc une assemblée générale des actionnaires, hein, quand il y a des actionnaires, quand l'actionnaire n'est pas unique. Les bénéfices, hein, de ces sociétés sont directement imposés. On dit qu'elles disposent plutôt de la personnalité fiscale. Donc c'est elles qui répondent le mieux au schéma qui a été créé en 1948. On vient juste de voir que l'impôt sur les sociétés s'applique essentiellement aux sociétés dites de capitaux. Inversement, l'impôt sur les sociétés ne s'applique pas aux sociétés de personnes. Alors voyons ce dont il s'agit. Les choses qui étaient apparemment simples se compliquent un peu. En effet, vous comprenez qu'il ne suffit pas d'être une société pour être imposée à l'impôt sur les sociétés. Certaines sociétés ne sont pas soumises à cet impôt. Il s'agit en particulier des sociétés qu'on appelle des sociétés de personnes, comme je viens de l'indiquer. Or, par parenthèse, je reviens un tout petit peu, hein, sur la notion de société de personnes que vous avez peut-être déjà vue en droit de l'entreprise. Les sociétés de personnes présentent généralement 3 caractères qui les définissent. Elles n'ont pas l'obligation légale de disposer d'un capital minimum. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième caractère, elles n'ont pas ce capital minimum parce que les associés sont personnellement responsables des dettes de la société d'une manière indéfinie et solidaire, hein, nous dit la législation, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance de la société, les créanciers peuvent demander à n'importe lequel des associés de rembourser sur son propre patrimoine les dettes créées par la dite société de personnes. Et enfin, troisième caractère, compte tenu de cette responsabilité illimitée, au plan financier, dirons-nous, non seulement, donc, comme on l'a vu, il n'y a pas d'obligation légale pour la société de disposer d'un capital minimum, puisque de toute façon la garantie des créanciers s'opère directement, non pas sur le capital, mais sur le patrimoine des associés. Mais troisième caractère, hein, compte tenu de cette responsabilité illimitée, les personnes associées, dans une société de personnes, sont liées entre elles par ce qu'on appelle un fort intuitus personae. L'intuitus personae, selon la formule latine, se traduit en fait par ce qu'on appelle la considération de la personne. Cet intuitus personae, cette considération de la personne sont très importants dans la société de personnes, contrairement à la société de capitaux où les associés, comme on l'a vu, peuvent être anonymes, ce qui signifie que la propriété, en quelque sorte, de la société est librement négociable à travers des titres de propriété, des actions, etc., et qu'on peut entrer et sortir
de la société en achetant ou en vendant des parts, sans avoir besoin d'être agréé par les autres détenteurs du capital. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les sociétés de personnes. En général, cet intuitus personae donc, qui fait que les personnes associées dans la société, en général, se connaissent et se font confiance. Et c'est nécessaire puisque elles doivent garantir les dettes de la société. Eh bien, ces personnes-là, en général, s'agréent entre elles. C'est-à-dire vous ne pouvez pas généralement rentrer dans une société de personnes sans être agréé par les autres associés. Voilà donc trois caractères principaux pour définir les sociétés de personnes, et ces caractères d'ailleurs distinguent les sociétés de personnes des sociétés de capitaux. Je redis donc, pas d'obligation légale de disposer d'un capital minimum. Les associés sont personnellement responsables de manière indéfinie et solidaire en cas de défaillance de la société. Troisième caractère. Les associés, les personnes associées, sont liées entre elles par un intuitus personae, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas rentrer dans une société de personnes si vous n'êtes pas agréé, en pratique, par les autres sociétaires. Alors voyons dans une liste non exhaustive quelques types de sociétés de personnes. Ces sociétés, donc, et ça va les distinguer des sociétés de capitaux, ne relèvent pas, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais vont relever normalement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories d'imposition des BIC ou des BNC, ou même des bénéfices agricoles. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que ces sociétés ne sont pas en elles-mêmes soumises à l'impôt sur leurs bénéfices. Seuls les membres de cette société sont soumis à l'impôt en fonction des parts de bénéfices qui leur sont distribuées. Alors voyons rapidement cette liste. Il s'agit des sociétés en nom collectif, les SNC, des sociétés civiles, y compris les nombreuses formes de sociétés civiles professionnelles, des notaires, des médecins, des avocats, des professions de santé en général, etc. Donc les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, sauf si elles pratiquent une exploitation industrielle. Bon. Dans ce cas, elles relèvent de l'impôt sur les sociétés. Autre type de sociétés qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, détenues non plus par une personne morale, mais par une personne physique. Également, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, donc vont relever en principe des bénéfices agricoles qu'on n'a pas étudiés. Les groupements agricoles d'exploitation en commun, également. Il y a aussi les copropriétés de navires, qui sont des formes sociales un tout petit peu particulières, d'ailleurs très anciennes, et qui sont reconnues également comme des sociétés de personnes avec une responsabilité illimitée des propriétaires ou des copropriétaires de navires par rapport aux dettes créées par l'exploitation du navire. Alors, quelques éléments sur les caractères économiques rapidement pour donner un tout petit peu une idée. Les sociétés de personnes sont en général de taille moins importante en chiffre d'affaires, emploi et bénéfices que les sociétés de capitaux. Et donc on aura des sociétés de personnes généralement pour des exploitations de moindre taille, si vous voulez, que les sociétés... les exploitations qui sont couvertes par des sociétés de capitaux, en particulier par des sociétés anonymes. Alors, retenir donc des sociétés de personnes que ce sont les personnes physiques ou morales qui sont associées dans les sociétés de personnes, qui sont directement imposables sur les revenus qui leur sont distribués par la société. C'est-à-dire que la société elle-même, la société de personnes elle-même, n'est pas soumise à un impôt sur les bénéfices. Cette situation est parfaitement caractérisée au plan de la fiscalité et du droit. On appelle ça la transparence fiscale. La société ne fait pas écran donc, entre le fisc et le contribuable.
Alors par parenthèse, juste un mot pour rappeler sur cet aspect-là que c'est la situation qui prévalait avant 1948. Entre 1917, donc l'entrée en vigueur de l'impôt général sur le revenu, donc qui préfigure l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et 1948 qui est l'année de la création de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices distribués par toutes les entreprises relevaient du même type d'impôt sur les bénéfices, à savoir l'impôt sur le revenu des personnes physiques, appelé à l'époque donc l'impôt général sur le revenu.